Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que ce déconfinement se passe bien. On croise les doigts, on va finir par y arriver, on va en sortir de ce truc, on va en sortir. Bon les amis, nouvelle petite vidéo et comme toujours sur cette chaîne, à chaque fois qu'il y a une vidéo ou presque, on change encore de registre puisque vous le savez, cette chaîne c'est quoi? C'est un partage de passion, un partage de mes obsessions et de mes envies et elles sont nombreuses les envies, les passions, les obsessions. On a parlé littérature sur cette chaîne, on a fait des dictées, on a parlé de coiffure, on a parlé de beauté, on a parlé de cuisine. Et cette fois-ci, on va sur un domaine totalement différent. Cette fois-ci, on va à la rencontre d'un garçon qui est absolument formidable. J'ai eu le bonheur de le croiser à la télévision. On a beaucoup sympathisé. Je suis allée voir son travail et vraiment, son travail est vraiment formidable. Il est mentaliste et il s'appelle Fabien Olicard. C'est un petit génie. Et donc avec lui, on va découvrir un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau, parce que lui, le cerveau, ça le connaît, il travaille avec son cerveau, c'est sa matière première, la mémoire, le cerveau, comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert, à quelle fin on s'en sert, bref, il va tout nous expliquer, tout nous dire et nous expliquer un peu comment ça se passe le métier de mentaliste et qu'est-ce que c'est qu'un mentaliste réellement. Alors tout de suite, interview d'un type extra, Fabien Olicard. Salut Fabien, merci d'avoir accepté cette petite interview. Alors j'ai plein de questions à te poser parce que tu sais à quel point ton travail me rend dingue. J'ai noté beaucoup de choses, beaucoup de questions. Et d'abord on va commencer bien sûr par la genèse de ton histoire. Si je dis pas de bêtises, tout vient d'un jour où à l'âge de 8 ans, tu tombes dans un vide-grenier sur un livre de magie, un manuel à l'ancienne et apparemment ça t'a fasciné. Est-ce que c'est vraiment là qu'est née ta vocation et puis est-ce que c'est de là que vient ton intérêt pour la magie, puis ensuite pour le mentalisme? Bah oui, l'information est bonne, car c'était un vide-grenier dans le village où j'habitais. Je tombe sur un bouquin qui s'appelle Cours Magica de Robert Veno. J'ai 8 ans, le bouquin coûte 10 euros, je l'achète. Et c'est un bouquin pour les professionnels, donc avec les mains qui sont dessinées pour les gestes, etc. Je trouve la magie hyper stimulante. C'est comme un puzzle, mais dont tu détiens un secret. Et puis surtout, le dernier chapitre de ce livre, ça s'appelle « Il n'y a pas de truc ». Et c'est des forçages psychologiques, ce genre de choses. C'est du mentalisme, en fait. Et donc, ça m'ouvre la porte vers là. Et après ça, ça a résonné en moi. Alors pourquoi plus que ça qu'autre chose, ça on ne sait pas. Pourquoi il y en a, ils continuent dans le dessin, d'autres dans le sport. Bon, moi, ça, je suis tombé devant et ça m'a plu direct. Alors justement, c'est quoi être mentaliste? C'est un super magicien ou ça n'a rien à voir? Alors, bah, c'est ni oui ni non. Tout comme souvent, c'est une discipline très ambiguë, en fait, le mentalisme. Déjà, c'est un mot qui n'a pas de définition et c'est un mot fourre-tout. Donc, suivant ce qu'on en fait, on peut s'approcher de la magie. Par exemple, quand on est sur scène, ben, en fait, le mentalisme est une branche de la magie parce qu'on vient pour bluffer les gens en utilisant plein de techniques de psychologie, d'influence, de mémoire, de calcul rapide et également d'illusionnisme. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce lien quand même avec l'acte de bluffer quelqu'un qui ne comprend pas. Quand c'est dans cette démarche, ça ressemble à un tour de magie. Et puis après, le mentalisme, d'un point de vue plus général, ça peut être aussi pour améliorer sa mémoire ou avoir des techniques pour mieux négocier dans la vie, par exemple. Je sais pas, on met tout ce qu'on veut parce que tout le monde est mentaliste, en fait, en réalité. Quand tu cherches à retenir le prénom de quelqu'un, tu es mentaliste. Quand tu cherches à imaginer dans quel état d'esprit se trouve un ami à toi, quelle émotion il ressent, tu fais du mentalisme. Donc en fait, on en fait tous en permanence. Il n'y a vraiment pas trop de frontières et pas trop de définitions à ce mot. Fabien, en gros, quand on te lit, quand on t'écoute, notre cerveau est génial, il est largement sous-exploité, alors que moi je croyais que la fameuse petite phrase qui dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, c'était une légende urbaine. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise pas notre cerveau dans toutes ses possibilités? Est-ce que vraiment il est à ce point sous-exploité, notre cerveau? Alors, la phrase « on utilise 10% de notre cerveau », oui, c'est une légende urbaine. C'est complètement faux. On utilise 100% de notre cerveau, mais pas en même temps. Pas forcément en même temps, ce serait trop énergivore. Le cerveau, il consomme 23% de tout ce qu'on ingère, en eau, en nourriture, en air. Donc 100%, ça ferait chauffer au sens propre la boîte crânienne et le cerveau. Mais par contre, il n'y a pas de zone qu'on ne connaît pas dans le cerveau qui permettrait de faire des trucs incroyables. On utilise bien 100% du cerveau. Par contre, il est sous-exploité dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on connaît assez mal le cerveau, hein, encore aujourd'hui. Les premières études faites sur le cerveau sont relativement récentes, mais déjà sur le peu qu'on connaît, on le réutilise mal dans la vie courante, dans la vie quotidienne, parce qu'on se fie à des automatismes, par exemple la mémoire.
La mémoire, on s'en sert très mal depuis qu'on a inventé le papier, parce qu'on peut reporter l'information. Mais tant que la tradition mémorielle se faisait à l'oral, eh bien là, on était obligé d'avoir des techniques de mémorisation et de connaître le fonctionnement de l'acquisition et de la rétention de mémoire du cerveau. Et ça s'est un petit peu perdu au fil du temps. Donc voilà, on utilise bien entièrement notre cerveau. Par contre, on n'optimise pas forcément les recettes d'utilisation qui fait qu'on pourrait tout exploser. Bon Fabien, tu sais à quel point je te trouve bluffant, mais toi tu passes ton temps dans tes livres, sur YouTube, dans tes spectacles, à dire que tout ça est à la portée de tous, qu'il ne s'agit que d'une question de méthodologie, ce dont je doute. Est-ce qu'il ne faut pas quand même des capacités hors normes? Est-ce que tu penses sincèrement que c'est à la portée de tous? Est-ce que moi, par exemple, je pourrais devenir mentaliste si j'apprenais tes techniques? Alors oui, parce que comme je le disais tout à l'heure dans l'interview, tu es déjà mentaliste et tout le monde est déjà mentaliste de base. Puisque le mentalisme, c'est mémoriser, essayer de savoir dans quelle humeur se trouve une personne, essayer d'influencer un choix. On fait ça en permanence. Une discussion entre deux personnes pour savoir dans quel restaurant on va manger, c'est déjà une négociation. Et donc c'est déjà du mentalisme à ce moment-là. Donc déjà, voilà, de base, on est tous mentalistes. Ensuite, oui, en apprenant mes techniques, on peut refaire tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai aucune capacité spéciale, j'ai aucun super pouvoir, même si j'adorerais. Après, c'est qu'une question de travail, d'envie et de méthodologie. Et puis ensuite, le deuxième truc, c'est que parce qu'il n'y a pas de choses que je fais qui seraient irrationnelles. Tout a une technique et une méthode. Mais après, c'est un peu comme le piano. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont jouer du piano toute leur vie et devenir des virtuoses. Et il y en a qui ont juste envie de jouer un petit morceau de musique. Bah, pour le mentalisme, c'est pareil. On peut dédier sa vie à ça par passion, comme moi je le fais, et faire des trucs qui sont hyper bluffantes, ou vouloir juste avoir quelques petits trucs un petit peu utiles, et c'est en général ce que j'offre aux gens, ça c'est possible. Et puis après, oui, il y a toujours des cas un peu exceptionnels. Par exemple, il y a des personnes, en 3 ans, ils jouent du Mozart, et il y a d'autres personnes, il leur faut 30 ans pour bien jouer du Mozart. Et bien comme n'importe quoi, il y en a qui ont des facilités dans tel ou tel domaine, mais c'est pas forcément qu'ils ont un truc en plus. On est plus ou moins taillé pour faire telle ou telle chose, mais en général, on est taillé par la passion. Si c'est un truc qui résonne en nous, on apprend très vite et on arrive très vite à faire des choses. Quels sont les exercices de base qu'on pourrait faire, nous, à notre petite échelle, pour stimuler notre cerveau? Ça, c'est hyper intéressant comme question. Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre conscience du moment. C'est-à-dire que le cerveau, il a un mode automatique en permanence qui est nourri par nos peurs, nos croyances, nos espoirs et des petites choses comme ça qu'il a intégrées tout au long de sa vie qui perturbent notre réflexion. Donc parfois on peut par exemple sentir un sentiment d'aigreur. Ok. Donc parfois on peut sentir un sentiment d'aigreur vis-à-vis de quelque chose, mais il faut se poser la question, est-ce que rationnellement j'en veux vraiment à cette personne ou à cette situation, ou est-ce que je me laisse envahir par des automatismes? Voilà, il faut reprendre un petit peu le contrôle du moment et de sa propre réflexion, ça c'est la meilleure chose à faire. La deuxième chose, c'est quand on parle à quelqu'un, de s'intéresser vraiment à l'autre. En général, quand on est en discussion, on pense à ce qu'on a envie de répondre et on écoute moins l'autre. Mais si on l'écoute dans son entièreté, physiquement, les intonations, ce qu'il dit, on fait déjà du mentalisme. Et puis la dernière chose, c'est aussi d'optimiser un petit peu sa mémoire, simplement en s'en servant. Les 3 clés de la mémoire, hein, c'est l'attention, le temps, et la dernière clé, c'est les petites techniques, les petites méthodes, les trucs qu'on apprend quand on est petit. La mnémotechnie, ça fonctionne super bien. Et pourtant, dès qu'on quitte la primaire ou le collège, on ne s'en sert plus alors que c'est très très bon. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec sa tête est bon. Alors, il y a une qualité essentielle à tout bon mentaliste, c'est la mémoire. Et toi, ta mémoire, elle est hors norme. Comment est-ce que tu la travailles, ta mémoire? Et par ailleurs, est-ce que tu pourrais nous donner quand même 2-3 petites astuces pour que nous, on travaille notre Ouais, mémoire également? et ben, la mémoire, je la travaille en retenant les choses. C'est idiot comme réponse, mais c'est vrai, de faire l'effort de retenir les choses, de retenir un numéro de téléphone qu'on me le donne plutôt que de le noter tout de suite, de retenir le visage des prénoms des personnes que je rencontre, le visage associé au prénom. En permanence, j'essaye de retenir, j'essaie de faire ça, de ne pas me fier à mon téléphone ou à mon bout de papier en permanence. Donc ça, il faut reprendre déjà la main dessus. Il faut aussi admettre un truc dont on n'a plus l'habitude, c'est qu'il faut prendre du temps pour retenir plutôt que de prendre beaucoup de temps pour réviser. Ce temps dédié à l'apprentissage, il doit se placer en amont de l'apprentissage et non pas après quand on bachote ou des choses comme ça. Quand j'explique mes techniques de mémorisation, souvent on me dit « Ouais, mais ça prend trop de temps ». Non, ça prend pas trop de temps versus le temps que tu vas gagner à oublier et réapprendre, oublier, réapprendre, oublier, réapprendre. Il faut faire un bon terreau au départ.
des méthodes simples, donc la mnémotechnie dont je parlais tout à l'heure. Plus c'est des trucs bizarres, plus le cerveau il va bien retenir. On peut tout retenir avec la mnémotechnie, mais une bonne astuce, c'est donc le prénom associé au visage d'une personne. Imaginons que je rencontre une personne qui s'appelle Nathan. Je vais regarder la personne et puis je vais me dire, elle s'appelle Nathan, tiens c'est marrant, je n'attendais qu'elle. Je vais me faire un jeu de mots. Comme ça, c'est idiot, ça va fixer un peu l'information. Et puis, je vais chercher un Nathan connu dans ma tête. Alors, moi, je connais Nathan Petrelli de la série Heroes. Alors, j'ai imaginé Nathan à côté de Nathan Petrelli de la série Heroes. Je vais me dire, ah tiens, Nathan comme Nathan. Donc, je vais visualiser ça. Pourquoi? Parce que quand on imagine quelque chose, le cerveau le traite comme s'il l'avait vraiment vécu. Donc, il le range dans la mémoire épisodique, la mémoire de nos souvenirs. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et puis quand je vais lui demander son prénom, je vais porter une attention terrible aussi. Je vais me dire intérieurement, je veux connaître le prénom de cette personne. Je vais dire, comment vous vous appelez? Nathan. Et de là, je vais répéter enchanté Nathan. Donc je vais faire une boucle phonologique. Donc c'est une autre méthode pour mémoriser. Et à partir de ce moment-là où j'ai fait tout cet ensemble de choses, à chaque fois que j'aurai l'occasion, durant la soirée ou la journée, je vais citer le prénom de Nathan. Donc ça, c'est de l'auto-révision, c'est de la révision naturelle. Si je dois dire passez-moi cette chaise, s'il vous plaît, je vais dire passez-moi cette chaise, Nathan, s'il vous plaît. Il va me la donner, je vais dire merci Nathan. Donc je vais faire ça comme ça. Vous voyez, c'est vraiment optimiser ma manière d'encoder l'information. Donc ça, c'est de l'encodage là, avec le jeu de mots, le visage, le Nathan que je connais. Le moyen de faire l'acquisition, donc la boucle phonologique, et le moyen de faire la rétention, donc la répétition au fur et à mesure. Tu as notamment une technique qui s'appelle la table de rappel. De quoi s'agit-il exactement? La table de rappel, c'est très vieux, c'est vraiment, ça a des centaines d'années. C'est une méthode hyper simple. En gros, j'ai codé tous les chiffres et nombres de 0 à 100 par des images. Donc ces images-là qui correspondent à ces chiffres, un petit peu comme un code secret, c'est complètement arbitraire, c'est moi qui ai décidé. Par exemple, le 22, c'est un gâteau d'anniversaire, mais parce que je suis né le 22 novembre, donc le 22 me fait penser à ça. Quand on crée sa table de rappel, on prend les images qui nous viennent le plus spontanément possible, parce que ça veut dire qu'il existe déjà une connexion entre ces neurones. Si je dis 17 et que je pense à la police, c'est parce qu'il y a déjà un lien entre le neurone qui contient 17 et le neurone qui contient police. Grosso modo, c'est ça. Une fois qu'on a tout codifié comme ça, il faut connaître ça mieux que son alphabet. Alors que si je vous dis c'est quoi la 22e lettre de l'alphabet, vous ne savez pas spontanément, alors que si vous me dites c'est quoi le 22, je vous dis le gâteau d'anniversaire, ça je le sais automatiquement. Ça prend pas du tout longtemps à faire, on peut le faire en une semaine, en un mois c'est pas mal, on s'amuse à retenir 10 rapports images-nombres par jour, et puis c'est assez vite fait quoi. Et en plus c'est amusant et les enfants peuvent le faire. Et après ça sert à quoi? Ça sert à retenir tout ce qu'on veut, parce qu'on va utiliser la technique de l'imaginaire pour retenir des choses. Comme les chiffres étaient inconcrets et qu'on les a rendus concrets, je peux retenir comme ça, admettons, un numéro de téléphone. Si on me dit mon numéro de téléphone c'est 06 22 75 17 44, comme ça c'est pas si simple à retenir. Mais avec les images de la table de rappel, 06 déjà, je n'ai même pas à le retenir, 22 j'ai mon gâteau d'anniversaire, 75 pour moi c'est la Tour Eiffel parce que c'est Paris, donc j'imagine un gâteau d'anniversaire, et puis dessus il y a une petite Tour Eiffel, et après je me souviens plus, qu'est-ce que j'ai pu dire? J'ai peut-être dit 17, alors 17 ce serait la police. La police arrive et puis elle confisque le gâteau par exemple, ça c'est toujours une scénette dans ma tête. Et puis après 44, elle l'enferme dans une prison, et cette prison pour moi c'est une tour géante, et c'est la tour de Bretagne qui me fait penser à 44, qui me fait penser à Nantes, c'est mon image pour le 44. Et donc j'ai juste imaginé ça une seconde, toute la journée, et si ça se trouve même le lendemain ou encore quelques jours après, je me souviens de cette histoire, et même vous d'ailleurs, en vous la racontant, là, vous avez forcément en tête l'image du gâteau avec la tour Eiffel dessus, les flics qui prennent et qui le mettent dans la tour de Bretagne. C'est instantané, ça marche automatiquement. Donc j'ai ce numéro-là de téléphone en tête avec la table de rappel, ça peut servir à retenir un cours, un discours, une quantité de chiffres, ça sert après à tout. Au-delà de la mémoire, Fabien, à t'écouter, le mentalisme, c'est d'abord et surtout un ensemble de techniques. Alors, une question toute simple, c'est toi, comment est-ce que tu les as apprises, ces techniques? D'abord, comment tu les as découvertes, puis comment tu les as apprises, et puis si nous, on a envie à notre tour de les apprendre, ces techniques, comment on fait? On lit tes livres? Exactement, vous lisez mes livres. Donc, je suis autodidacte à 100%. Il n'y a pas d'école de mentalisme ou de formation de mentaliste. Ça ne peut pas exister puisqu'il n'y a pas de définition à ce mot-là. Mentaliste, c'est un sac fourre-tout, ce mot, et on met bien les techniques qu'on a envie d'y mettre à l'intérieur. Donc, si on va plus loin, il faut voir quel est notre propre fantasme du mentalisme et apprendre ces spécialités-là plutôt. C'est-à-dire que si
pour quelqu'un, le mentalisme, c'est plutôt la mémoire, je recommande alors, de lire mes livres, bien sûr, mais de lire aussi les livres de Tony Buzan, de lire des livres de mnémotechnie, de mnémonistes, voilà, d'aller dans cette voie-là. Si pour quelqu'un d'autre, le mentalisme, c'est plus l'art de détecter le mensonge, alors je leur recommande de lire des livres de Paul Ekman qui s'appelle Je sais que vous mentez. Il y a un livre récemment qui est sorti sur le mensonge qui est vraiment à jour, qui a été fait par des doctorants, qui est passionnant. Donc d'aller dans cette voie-là. En fait, il faut voir qu'est-ce que vous mettez derrière le mentalisme pour lire des livres spécialisés dans ces domaines-là et apprendre à partir de ça ou faire des formations, mais dans ces spécialités-là. Mentalisme n'est pas une spécialité, c'est un fourre-tout. Quand j'écoute tes explications, Fabien, quand je te lis, je me dis que si je maîtrisais toutes les techniques que toi tu maîtrises, ça me permettrait, moi, si je le voulais, de pouvoir influencer un interlocuteur. Donc c'est à la fois génial et en même temps c'est totalement flippant parce que ça veut dire que ce qui est génial, c'est que je pourrais influencer par exemple un employeur à m'augmenter, mais ça veut dire aussi que je pourrais influencer un ami et le faire prendre telle ou telle direction. Donc c'est un peu flippant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut influencer n'importe qui à faire ce que l'on veut? Bah, tu influences des gens en permanence. Tu m'as influencé à répondre oui pour cette interview, en quelque sorte. Parce que on se connaît, parce que je t'aime bien, parce que tu m'aimes bien, parce que ton mail était motivant. Tout ça, c'est de l'influence pour me faire dire oui. En vrai, on ne fait que ça en permanence. Alors après, est-ce qu'on peut pousser quelqu'un? Ben ça, c'est le principe du couteau. Le principe du couteau, on peut, ou du scalpel même. Avec un scalpel, je peux ouvrir le ventre de quelqu'un pour le guérir, ou je peux tuer quelqu'un. C'est des outils, on en fait ce qu'on en veut. Mais d'une manière générale, la meilleure influence, c'est celle qui est positive. La manipulation positive, c'est-à-dire celle qui a un vrai bénéfice pour la personne en face et pour tout le monde, c'est celle qui fonctionnera toujours le mieux. La sincérité, l'honnêteté, la bienveillance, c'est ce qui marche le mieux là-dessus. Donc c'est cool aussi de savoir comment l'autre fonctionne pour optimiser ses chances de faire tomber ces barrières automatiques. J'ai fait une vidéo où j'expliquais comment avoir une augmentation de la part de son patron. Dans cette vidéo, il n'y a rien de manipulatoire dans le mauvais sens du terme. C'est justement comment faire tomber les barrières mentales de la personne qui sont des mauvaises barrières parce que lui, il va juste penser tout de suite à je vais dépenser plus d'argent ou ceci ou cela. Et bien comment trouver les bons arguments. Donc en fait, c'est de l'influence argumentée. Alors des fois en verbal, des fois en non verbal, mais toujours positive en vrai. Bon, de manière positive, ok, d'accord. Mais de même, je me dis que si je maîtrise tes techniques, je peux aussi, par exemple, démasquer un menteur. Est-ce que tu peux nous dire comment démasquer un menteur? Parce que si tu as ce pouvoir-là, je suis sûre que ça intéresse beaucoup des gens qui nous regardent actuellement. Est-ce qu'il y a des techniques pour démasquer un menteur? Alors, je vais faire tomber un mythe. On ne peut jamais être sûr à 100% que quelqu'un ment. Il n'y a pas une machine ou un être humain qui est capable de le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Personne ne sait le faire. Et heureusement, parce que sinon on vivrait quand même dans un monde très étrange si on ne pouvait pas avoir notre petit jardin secret. Mais par contre, il y a des pistes du mensonge. C'est-à-dire des choses qui tendent à dire que peut-être cette personne est en train de mentir. Et encore, même ces pistes-là, on n'en est pas sûr parce qu'on n'a jamais la baseline entière. La baseline, c'est ce qui fait qu'on connaît toute la situation d'une personne et qu'on peut tout interpréter. Le meilleur indice, c'est le changement émotionnel de la personne. Donc on n'a pas un truc qui dit tiens, il ment, mais plutôt tiens, il vient changer d'émotion. C'est quand même un peu particulier, c'est étrange, c'est pas normal. Il est plus stressé par exemple. On dit souvent tiens, si quelqu'un se touche beaucoup le visage, c'est sûr, elle est en train de mentir. Pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'habitude à quel rythme la personne se touche le visage. Et là, si elle se le touche beaucoup moins ou beaucoup plus, alors là, on a un indice d'un changement d'état émotionnel qui veut dire potentiellement qu'elle est en train de mentir. Mais c'est un indice de stress. Donc imaginons que je suis en train de parler avec une personne, je lui pose une question, elle a une variation dans la manière de se toucher le visage, et moi je suis en train d'interpréter qu'elle ment, et si ça se trouve, il y a juste derrière moi qui est en train de passer dans la rue, une personne elle doit beaucoup d'argent et qu'elle n'a pas envie de croiser. Et du coup ça s'explique. Ça c'est le manque de données pour la baseline justement. Après il y a quand même des petits trucs un peu récurrents, par exemple une personne qui raconte une histoire, un souvenir, mais qui vous regarde fixement dans les yeux, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas un symbole de franchise, c'est plutôt un symbole de mensonge. Quand on discute avec quelqu'un, on le voit, même moi je le fais, je fais que de décrocher le regard en permanence parce que j'ai besoin d'un tout petit peu d'intimité mentale pour me remémorer un souvenir et revenir. Alors que quand on ment sur un souvenir, là on n'a pas besoin d'aller dans ses souvenirs personnels, donc on peut regarder fixement la personne et puis inconsciemment, le menteur a envie de voir, d'interpréter le visage de l'autre pour voir si l'autre est en train d'accepter son mensonge. Donc voilà, ça ce sont des petits signaux attention, peut-être la personne est en train de mentir. Il y a un truc qui est cool à faire si vous avez un doute sur l'histoire que vous raconte quelqu'un.
vous faites en sorte de lui demander de vous la raconter à l'envers. Alors si vous demandez ça comme ça, évidemment la personne va sentir qu'il y a une embrouille, mais si quelqu'un vient de vous raconter tout le pourquoi du comment elle est en retard, par exemple, essayez de lui faire redire à l'envers en disant ah oui d'accord, mais juste avant d'arriver, du coup tu descendais de ah oui, du bus, ok. Et avant de prendre le bus, il s'était passé quoi? Ah oui d'accord, ok. Et faites-le la remonter en arrière. Et c'est très dur pour quelqu'un qui ment de faire ça, parce que c'est déjà très dur de le faire quand on dit la vérité, alors quand on ment, c'est quasiment impossible. OK, pas mal. Bon, tu es aussi capable de deviner la profession, d'un interlocuteur. Bon, ça, à la limite, je peux comprendre les mécanismes que tu mets en place parce que, par exemple, si tu vois des mains, d'un travailleur manuel, tu arriveras à reconnaître ça ou les yeux d'un myope qui est tout le temps sur un ordinateur. Je peux à peu près imaginer ce que tu mets en place et comprendre. Mais encore. Mais tu vas encore plus loin parce que, par exemple, tu es capable aussi de deviner les signes astrologiques, d'une personne. Alors ça me bluffe complètement. Sans te demander bien sûr de révéler tes secrets, est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les mécanismes que tu mets en place à ce moment-là, notamment pour deviner le signe astrologique d'une personne? Alors, il y a plein de manières de déduire le signe astrologique de quelqu'un. C'est marrant parce que j'ai fait ça sur scène hier et j'en ai parlé hier, c'est pour ça que je souris. Surtout que moi, je n'ai pas de croyance envers l'astrologie. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui croit en l'astrologie, qui croit en l'horoscope. Et pourtant, j'arrive majoritairement à avoir bon quand je cherche le signe astrologique de quelqu'un. Comment? C'est très très simple. Je vais en faire un jour une vidéo. Sûrement après ce spectacle-là, Singularité, je vais en faire une vidéo où je vais parler vraiment de toutes ces techniques, de tout ce champ des possibles. Le meilleur moyen de ne pas rater la réponse complète, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube du coup. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui sont totalement réfractaires à ce que tu fais, au mentalisme, qui disent j'y crois pas, il y a un truc, il a forcément des complices dans la salle, etc., etc., qui sont vraiment réfractaires et qui se disent moi je crois pas, il y a des artifices, il y a un truc, il n'est pas tout seul. Bah, j'ai pas tellement besoin de persuader les gens parce que les gens qui sont venus me voir, ils savent pour une raison très simple. Le public dans son intégralité fait les trucs en même temps que moi. C'est-à-dire moi je les bluffe parce que je suis plus rapide et plus précis, mais ils le font en même temps que moi et je fais lever la main et tout. Et au fur et à mesure, la salle, dans sa grande majorité, trouve en même temps que moi les bonnes réponses. Donc je ne vais pas aller truquer le cerveau des gens. Donc s'ils y arrivent, c'est que tout fonctionne. C'est aussi bête que ça. Moi, j'ai rien à vendre. Je ne vends pas un truc de je suis hyper bluffant, hyper mystérieux. Je vends le truc de je suis passionné par un domaine et j'ai envie de vous le transmettre, de vous faire marrer, de vous bluffer un petit peu avec, évidemment. Donc voilà, le mentalisme, il n'y a pas à croire ou pas. En tout cas, pas dans ma définition, puisque j'explique tout. Donc, puisque j'explique comment on fait, il n'y a pas à croire ou pas croire. Je pense que les personnes qui sont sceptiques sont des personnes qui n'ont pas vu la manière dont je le fais moi sur scène ou dont j'en parle et qui du coup associent ça à des trucs d'hypnose, des trucs un peu mystérieux. Moi, je suis dans la pédagogie, donc à partir du moment où je transmets, je vois pas ce que je pourrais truquer, quoi. Fabien, dans tes spectacles, dans tes vidéos YouTube, il y a un élément extrêmement important, c'est l'humour. Pourquoi avoir choisi l'humour? Parce que ça permet beaucoup plus de choses, parce que tu aurais pu dire, bah non, le cerveau c'est sérieux, je vais faire que des conférences très sérieuses, très carrées. L'humour, ça permet beaucoup plus de choses? Bah, il y a plusieurs réponses à ça, mais je fais des conférences, hein, pourtant, et ça a été même mon premier métier. Mais l'humour, c'est ma forme d'expression naturelle. Donc je crois déjà, si je voulais être sérieux ou un peu mystérieux, les gens feraient «Je n'y crois pas du tout, ce mec-là n'est pas crédible dans ce rôle». Et puis la deuxième chose, et on a tendance à l'oublier, mais c'est que tous les mammifères de la planète apprennent par le jeu et par l'amusement. Il n'y en a qu'un qui ne le fait plus, c'est l'être humain. C'est le seul mammifère qui s'est dit non, apprendre c'est sérieux, on va mettre des enfants face à un mur et on va leur dire de ne plus parler. On apprend par le jeu, on apprend par le rire, on apprend par les émotions très positives ou très négatives aussi, ça fait marcher la mémoire, mais on va plutôt taper dans le positif. Donc l'humour, c'est le meilleur moyen de faire aussi passer des messages. On est fait pour vivre dans la joie et donc pour apprendre et retenir dans la joie. Donc je ne vais pas m'en priver. Pendant le confinement, tu as fait des spectacles à distance, en vidéo. Est-ce que ça t'a donné des idées, des envies? Est-ce que ça va continuer, même maintenant que nous sommes déconfinés? Bah, j'adore essayer des nouvelles possibilités. Hier soir, justement, j'étais sur scène là pour faire un truc un peu pareil devant 700 personnes connectées, mais dans un théâtre directement. Et il y avait 20 écrans avec des gens à l'intérieur et j'étais en interaction avec eux, c'était fou. Dans chaque problème, j'essaie de voir comment on pourrait se stimuler en termes de créativité pour créer autre chose. Donc ouais, j'ai plein d'idées. Voilà, je ne sais pas lesquelles j'utiliserai ou pas, mais c'est hyper stimulant. Alors Fabien, je résume.
tu fais des conférences, tu fais des spectacles, tu as ta chaîne YouTube, tu écris des livres. Et maintenant, depuis janvier, tu as également un mensuel que tu édites qui s'appelle, attends que je l'ai noté, qui s'appelle Curious, qui explore les mystères du conscient, de l'inconscient, de l'esprit. Bref, tu es absolument insatiable. Donc ma question c'est, est-ce que tu n'as pas encore fait le tour de la question? Est-ce qu'il y a encore des mystères concernant le cerveau que tu n'as pas encore résolus? C'est possible ça? Alors, il ne reste que des mystères. J'ai rien résolu, je fais que de me nourrir de ce qui existe et la science, elle apprend depuis longtemps qu'elle ne fait que se compléter ou se corriger. Et moi, je regarde ce que font ces personnes-là et je sais comme eux qu'on ne sait pas grand-chose. Donc déjà, ça c'est génial. Et après, pourquoi j'ai multiplié les supports? Parce que je m'épanouis dans la diversité. C'est ça qui me plaît le plus. C'est oui, le point commun, c'est toujours le mentalisme, le cerveau et tout ça, mais c'est pas pareil sur scène, c'est pas pareil en vidéo, c'est pas pareil dans les livres, c'est pas pareil dans le magazine. Ça marche en synergie, c'est hyper intéressant. Ça permet d'autres choses. Donc, j'ai pas fini de découvrir les nouvelles formes d'expression pour parler de ma passion et pour la pratiquer. Bon, Fabien, le temps passe vite hein, quand on est entre amis et, et avec une discussion aussi passionnante, mais on arrive au terme de cette interview déjà. Et donc, pour ce dernier petit moment entre nous, je te laisse une carte blanche totale pour dire tout ce que tu as envie de dire à tous ceux qui te suivent et qui t'apprécient et qui sont complètement bluffés par ton travail. Ah, eh ben, alors merci de me suivre, merci beaucoup parce que si je peux faire tous les projets dont on parle, c'est aussi parce que j'ai des personnes en face qui me portent. C'est vraiment des trucs collectifs, c'est-à-dire que la chaîne, c'est parce que les gens ont parlé des vidéos, les livres, c'est parce que les gens l'ont recommandé, le magazine, tout ça, le spectacle, c'est pareil. Donc j'espère juste les voir le 20 novembre 2020 au Zénith de Paris. Ça va être vraiment la grosse fête pour le spectacle Singularité avec plein de surprises dedans. Donc c'est vraiment l'occasion de se réunir et de faire un truc de fou pour ceux qui aiment ce que je fais. Ouais. Merci Fabien, merci. Merci Valérie. Et voilà pour cette nouvelle petite vidéo. Encore une fois, mille merci à Fabien Olicard. Vous avez vu, hein, le type est absolument épatant, intéressant, bluffant, drôle, sympathique. J'en passe et des meilleurs. Je le remercie mille fois. Merci Fabien, parce que vous avez vu qu'il est archi occupé avec des activités dans tous les sens. Le rendez-vous est pris pour le 20 novembre 2020. Moi, j'irai le voir au Zénith parce que vraiment, c'est un garçon qui me bluffe. Rendez-vous est pris, je serai au premier rang et je pense que vous aussi. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez vraiment soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore la thématique qu'on va décliner ensemble. Si vous avez des envies, si vous avez des idées, n'hésitez pas là encore à m'écrire. Vous savez que je réponds à tout le monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à en parler autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.